Bienvenue sur Fragile, le podcast qui raconte l'île de Porquerolles aujourd'hui à travers le regard et le portrait d'hommes et de femmes qui l'habitent, l'aiment et la font vivre. Comment sont-ils arrivés ici? Comment voient-ils l'île évoluer? Quel est leur endroit préféré? Les souvenirs qui les ont marqués? Écouter les habitants raconter Porquerolles, c'est entrer dans l'intimité de l'île. Lieu d'histoire, d'inspiration artistique, de diversité biologique, de contrastes et de paradoxes. Un endroit précieux et fragile. Je suis Ingrid Blanchard et je reçois aujourd'hui Elliot Fournial. Bonjour Elliot, tu as bientôt 15 ans, tu es arrivé sur l'île à l'âge de 4 ans lorsque ta maman a pris ses fonctions au parc national de Porquerolles en tant que garde-monitrice. Pour commencer Elliot, c'est comment de vivre à Porquerolles ? C'est magique, c'est indescriptible. Je sais pas comment expliquer. En quoi c'est magique ? Qu'est-ce qui toi te touche ? L'île en entière, les habitants, tout le monde. C'est l'ambiance que dégage ce caillou. Je sais pas, c'est pas explicable comme ça. Je sais pas. Ça se ressent ? Ouais, c'est comme ça. C'est au cours des années, on le ressent de plus en plus et après on veut plus quitter le caillou quoi. C'est vrai. T'as des amis sur l'île ? J'ai Titouan par exemple. Ouais. Et ouais, on est facilement une bonne dizaine d'enfants sur l'île où on est tous ensemble, on fait des activités, on va à la plage, on fait un tour de bateau, on fait plein de trucs comme ça sur l'île. Des jeunes de ton âge et de l'âge de Titouan, vous êtes combien à peu près d'une quinzaine d'années ? On est 6 ou 7. Sur l'île à l'année, ouais, on doit être 6 maxi. 6 ou 7. Alors bon, j'ai cru comprendre que donc c'était cool de vivre ici. Est-ce que tu peux me donner les avantages que tu identifies à vivre ici et puis après on verra les inconvénients. Déjà on est en pleine nature. Ouais. Donc par exemple les enfants de la ville, ils ont pas ce rapprochement avec la terre, les arbres, enfin l'harmonie sur l'île. La liberté parce que on va dire qu'en ville c'est plus dangereux parce que là sur l'île il y a personne. Donc on sait quand on peut sortir, il y a toujours des petits risques mais on sait quand rentrer et où facilement. Tes parents ils te laissent assez libre sur l'île ? Oui. Ouais. Le matin je dis bonjour, au revoir et je reviens le soir. Ils s'inquiètent pas trop sauf quand je rentre un peu trop tard. T'as un téléphone ou pas ? Ouais. Ouais. Il faut au cas où s'il m'arrive un problème majeur. Des fois ça sert pas à grand chose, mais un Titouan. On branche quand on veut. C'est ça. Donc voilà. La nature, la liberté. Ouais, et la vie ici, c'est. On connaît tout le monde, à chaque fois qu'on passe dans le village, on dit bonjour 300 fois. C'est un privilège, ouais, par rapport avec les gens du continent qui viennent ici en vacances, mais ils ont pas tout. Par exemple les bonnes plages, les trucs, alors qu'ici on connaît tout, surtout tous les petits bouts de cailloux, on les connaît. Ouais, ce sentiment de connaître un peu tout le territoire et de se dire, même s'il y a du monde en ce moment, je sais trouver l'endroit. Je sais où être tranquille pour aller se baigner sans qu'il y ait beaucoup de monde, même s'il y a du monde partout en ce moment, c'est magique. Est-ce qu'il y a quand même quelques inconvénients ou pas ? Est-ce que t'en trouves quand même ? L'été, c'est le monde. Ouais. Le monde, là, les bateaux, on voit pas le continent. Ah, aussi, un avantage, c'est quand il y a tempête, le bateau il passe pas, donc il y a pas école. Ça, j'allais t'en parler justement des navettes pour aller à l'école. Bon, en fait, ouais, finalement, assez peu d'inconvénients. Beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Est-ce que tu ressens, peut-être par le regard ou les témoignages de tes copains de l'autre côté sur le continent, quand tu vas au collège notamment, des différences par rapport aux autres enfants ? Oui, par exemple, ils sont plus connectés à tout ce qui est internet, ils passent beaucoup plus de temps chez eux, alors que moi je dis, les gars, sortez un peu de chez vous, vous ratez la plupart des choses qui se passent. Et sinon après... non. T'es pas trop branché, réseaux sociaux et tout ? Si, un petit peu quand même, pour suivre l'actualité et tout. Ouais. Mais je suis beaucoup moins que les amis sur le continent. Quand je vois des trucs qu'ils en parlent, moi je dis non, je comprends pas.
Je sais pas ce que c'est. Ah, tu sais pas ce que c'est? Bah non. Mais toi, ça te gêne pas. Tu Non, te sens moi, pas déconnecté, non. Ouais, tu non. sens que t'as plus de ressources et d'intérêt à rester plutôt en lien avec la nature. Ouais, je préfère la nature, rester en lien, bah, comme t'as dit, avec la nature, que bah, être tout sur ça, sur Internet et tout. Voilà, Quelles sont tes activités sur l'île? Principalement tout ce qui est avec la mer, la pêche, beaucoup de bateaux, la plongée. Là, je commence à me mettre à la chasse sous-marine. Après, au printemps, il y a j'ai ma deuxième passion, c'est ornithologie, tout ce qui est avec les oiseaux et tout. Et au printemps, il y a des bagueurs qui viennent pour un suivi ornithologique. Ouais. Donc, je participe beaucoup avec GED. T'as déjà assisté à un bagage? J'ai déjà assisté. Je démaille, je sors les oiseaux défilés. Ouais. J'ai contact vraiment, du coup, avec la nature encore une fois. Et maintenant, c'est plus des connaissances, c'est devenu vraiment des amis. Et le soir, on les invite à l'apéro. Enfin, c'est comme des amis qu'on rencontre tous les jours, quoi. C'est pareil, c'est incroyable. C'est pas en ville qu'on aurait ça, c'est ce genre de contact. C'est sûr, ouais. Du coup, c'est, j'imagine, par ta maman L'ornithologie, ouais, c'est par ma maman, qui déjà depuis longtemps est passionnée, elle m'a transmis, on va dire, cette passion. Ouais. Voilà. Non, c'est super ça. Et la pêche, alors tout le monde me dit que t'es un super pêcheur sur l'île. Sérieusement, hein, je l'ai entendu de 3 personnes différentes. Alors c'est qui t'a transmis cette passion pour la pêche et qu'est-ce que tu pêches et comment tu pêches? Alors, la transmission, c'était par mon père à Toulon, au début, parce qu'on avait une petite rivière où je pêchais les petits gardons, les petits poissons blancs. On a déménagé ici et pour moi c'était le Saint Graal à portée de main. Et donc j'ai pêché directement. Et ça, j'étais amoureux par les couleurs des poissons, la technique. Je sais pas directement comment je fais. Alors ce que je pêche, c'est beaucoup de poissons de roche, tout ce qui est sard, dorade, girelle, serrant, barracuda. Et aux techniques, c'est beaucoup pêche au leurre, avec des imitations. Et un peu à l'appât pour m'amuser. Quand c'est pas la période, par exemple à midi, les poissons au leurre ils mordent pas. Donc je prends un petit hameçon, un bigorneau et je m'éclate sur les petits sards comme on a fait tout à l'heure. Et le soir sinon c'est plus les leurres de 25 cm pour le prédateur. Alors, voilà. Ta plus grosse pêche? Ma plus grosse prise? Prédateur là. Ma plus grosse prise en eau douce ou pas? Écoute, ce que tu veux. Alors en eau douce, j'ai une carpe koi que j'ai prise ici à Porquerolles. Ouais, ça mesure combien ça? La dernière fois que c'est Titan quand il l'a pris, parce que c'est un lac fermé près du hameau. D'accord. Où il y a une énorme carpe dedans. Il y en a une vraiment énorme, il y en a une plus petite. Et la dernière fois qu'on l'a prise, elle faisait combien? 67 cm. Pour approximativement 7 kilos. Et ça c'est mon plus gros poisson d'eau douce. Après en mer... Tu l'as remettais après comment? Oui, non, je l'ai remis. Et là, le poisson orange fluo qui sort de l'eau, c'est trop beau. C'était... Magique. Ouais, encore une fois magique. Et en mer, j'ai pris un mérou de 3 kilos quand j'étais petit. Bon, j'avais pas de téléphone à l'époque, mais j'ai approximé. Le truc, il était... Ouais, c'est ça. Ouais, 50 cm. Ouais, à peu près, un peu plus. Et sinon, en photo, j'ai pris pélamide, des grosses bonites, et le barracuda, de 86 cm. Voilà. C'est costaud. Donc, Barracuda, c'est plus long que lourd, alors c'est 86 cm, ça faisait 1 kg et des poussières. Hein. C'est pas très lourd, mais c'est long. Voilà. Donc tu mérites ta réputation de grand pêcheur. Qu'est-ce qui te plaît dans la pêche? Sortir déjà, aller chercher le poisson, parce qu'il faut s'adapter à son comportement, ce qu'il mange en ce moment. Et après, la beauté, le combat, la sensation, parce que c'est une sensation unique qu'on trouve que dans ce sport. La sensation de combattre ce poisson sur juste du fil, une tresse, une petite canne, c'est juste magique, ouais. Ça va être le mot d'aujourd'hui. Je sais pas comment. Après, c'est une passion, Ouais, t'es en lien. Ouais, je suis en lien aussi, c'est encore un lien avec la nature. Tu préfères pêcher seul ou avec des copains? C'est sûr, je préfère pêcher avec des amis parce que comme ça, déjà pour prendre le partage et pour prendre des photos s'il y a un beau poisson. Et non, oui, c'est le partage, ça ressoude, on va dire, les liens encore plus et ça partage notre passion. Ouais, c'est sûr.
Il y a des poissons que tu gardes pour... je sais pas si on a le droit, je connais pas bien Si. Alors, il y a des espèces où c'est interdit, par exemple le mérou. Ouais. Et il y a quelques poissons que je peux garder. Si c'est par exemple une dorade, un sard maillé, là je les garde pour manger, ça fait toujours plaisir. Sinon après, souvent, je relâche. Peut-être 90% de mes poissons, je les relâche. D'accord. Parce qu'en ce moment, la mer, elle est pas très bien, alors il faut laisser un peu de poisson. Ouais, c'est clair, on n'en voit pas beaucoup. Enfin, C'est sûr que les plus gros poissons, ils commencent à disparaître peu à peu, mais en vrai, quand on met la tête sous l'eau, près de chez nous, on voit qu'il y a de la reproduction encore et qu'il y a du poisson. Faut s'inquiéter, mais c'est dans plusieurs, je pense plus de 100 ans que ça sera vraiment la crise. Là, on a encore un peu de temps. Et ceux que tu ramènes, tu les cuisines ou tu laisses ça à tes parents? Non, je les cuisine. Ouais. Mais quand je rentre le soir, c'est mon père parce que je suis crevé, j'ai fait 5 heures au bord de l'eau. Mais je peux cuisiner, comme ça la famille est contente, ils mangent un peu de poisson, je ramène un peu de poisson, je nourris la famille. Ouais, c'est bien, dis donc. Ouais. Est-ce que tu as d'autres activités? Tu pratiques du sport ou pas? Je pratique hors scolaire, je pratique le hockey subaquatique. Ah, génial. C'est pas un sport très commun, c'est un sport que tout le monde me pose la question, c'est avec des bouteilles. Non, c'est en apnée. Ouais, c'est en apnée. Avec un masque comme on trouve partout. Un tuba avec une protection à la bouche pour si on se prend le palais, ça peut casser une dent, c'est un palais d'1,2 kg. Ouais. Une crosse de 25 cm. Des palmes et un bonnet spécial avec protection aux oreilles. Et le but, c'est de mettre le palais dans les cages adverses. Et t'en fais où? À Hier? J'en fais à Hier dans la piscine municipale le mercredi soir, le vendredi soir, le samedi matin. Et peut-être le samedi soir cette année. Ah oui, donc... Ouais, non, ça fait entraînement... intensif. Entraînement intensif. Et je fais des compétitions. Cette année, on est parti au championnat de France cadet. Ouais. On est arrivé 5e sur 14, je crois. Génial. J'imagine que t'es pas venu à ce sport par hasard, c'est un sport aquatique. C'est un sport aquatique déjà, oui. L'apnée, tu fais de l'apnée, du coup j'imagine pour ce sport ça doit être indispensable. Ouais, alors l'apnée à la base c'était une amie à ma mère qui en faisait, elle est championne d'Europe, enfin. Elle m'a dit bah vas-y essaye. Et moi, pensant aller faire de la chasse marine plus tard pour m'améliorer mon apnée parce que pour la chasse faut de l'apnée. Et en fait je suis tombé amoureux de ce sport. Il y a une philosophie avec, on va dire, l'eau. Faut faire attention parce qu'elle peut nous emporter rapidement à cause d'une apnée où on dure trop longtemps. Faut pas s'user, faut respirer. Sentir son corps. Voilà, c'est ça. Faut faire corps avec l'eau. Ouais. Puis c'est un sport d'équipe aussi. Donc c'est un sport d'équipe, ouais. Tout seul, on fait rien. Et ensemble, on peut aller loin. C'est mixte ou pas? C'est mixte de notre âge. Ouais. Et après, par rapport aux carrures, et au poids, à la musculature et tout, ça devient ouais, je comprends. Alors on va parler maintenant de l'école. Je suis désolée, on est en plein milieu des vacances. Alors tu as été en maternelle et à l'école primaire sur l'île. Quels souvenirs tu en gardes de cette période? Est-ce que tu as des souvenirs particuliers? Des souvenirs particuliers, j'en ai plein, je peux pas tous les décrire, mais on était 20 dans toute l'école, de la petite section au CM2. D'accord. Et on était 20, alors qu'au collège, on était 31 par classe, quoi. On était 1200 dans la cour, ça a calmé. Ça a dû faire... Ah oui, ça a fait un choc. Et du coup, je prépare ma petite sœur pour lui dire, fais attention, t'es pas prête. Joséphine qui rentre en 6e. Hein. Jo qui rentre en 6e, ouais. Voilà. Et moi qui rentre au lycée, ça va pas faire grand changement parce que je reste dans le même établissement. Donc si j'ai envie d'aller voir Jo pour voir comment ça va, je peux aller le voir. Bon, tu seras là pour protéger ta petite sœur et lui dire non, écoute, pas de stress, il y a du monde, mais ça le fait. Ouais. Quand t'es arrivée du coup au collège, est-ce que ça a été brutal pour toi justement de te retrouver dans un établissement qui a l'air d'être un gros établissement? C'est un gros établissement, c'est sûr. L'adaptation, elle s'est faite facilement? Tu t'es fait des amis? L'adaptation, oui, ça s'est fait assez facilement parce que j'ai rencontré des gens qui étaient un peu dans le même cas que moi. Ouais. T'avais des amis de Lille qui venaient... On était 4 sur 5, sur 6. Il y en a une qui déménageait. Ouais. Et un qui partait dans un collège public parce qu'on est en privé. On est 4 à partir en privé. Au début, on était ensemble, on restait ensemble, ce qui est normal. Et après, peu à peu, on s'est écartés pour rencontrer d'autres personnes.
Et oui, non, l'adaptation très très facilement. Très facile, ouais. Ça n'a pas été... Et il n'y avait rien de... Et les autres enfants jeunes, disons du collège, est-ce qu'ils vous regardent les porquerolais d'un regard un peu intrigué? Quand on se présentait dans la classe le premier jour, je me rappelle comme si c'était hier, et qu'on disait qu'on venait de Porquerolles, ils nous regardaient tous comme ça. Ils étaient tous choqués. Dans la cour, après, on a meuté beaucoup de monde en posant multitude de questions. Par exemple, est-ce que t'as du wifi? Mais comment tu fais pour aller à l'école? Enfin, des questions, un peu de tout. Est-ce qu'il y a un McDo sur l'île? Est-ce qu'il y a un cinéma? Enfin, des trucs. Ouais, une certaine curiosité quand même. Ça a suscité. J'étais très curieux parce que c'était la première fois qu'on y était. Parce qu'en fait, tu y vas tous les jours, hein, c'est ça? T'es demi-pensionnaire? Ouais, je suis demi-pensionnaire sur l'île, donc je me lève à 6h le matin pour prendre le bateau à 7h. Ouais. On a un bus à 7h15 qui nous attend à la Tour Fondue pour nous emmener au collège. Ouais. Et moi, puisque je fais le hockey le mercredi soir et qu'on a cours le mercredi matin, et le mercredi soir, ça se termine à 21h, il n'y a plus de bateau. Alors, tu fais comment? Je dors chez ma grand-mère qui habite à 200 mètres du collège. D'accord. Et souvent, le jeudi matin, je commence à 9h, donc ça fait 1 heure de sommeil en plus. C'est bien. Et sinon, on prend le bateau, l'hiver, c'est 18h et des poussières. Ça nous ferait 19h chez nous, maxi. Voilà. Et donc, on traverse tous les matins. Et des fois, on a des petites surprises, dauphins. Pendant longtemps, on a eu un dauphin à l'entrée du port. Ouais. Et souvent, sinon, c'est lever de soleil, juste incroyable. T'arrives encore à profiter, t'es pas blasé? Oui, non, je suis pas... Tout le monde dit, mais c'est comme le bus, à un moment, tu t'habitues. Bah non, on s'habitue pas. Il y a toujours un petit truc qui change, soit la couleur du soleil, soit les vagues, soit la météo, soit comment se positionne le bateau. Enfin, il y a toujours un petit truc à parler sur la traversée, alors que le bus, il y a des bouchons ou... Ouais. Voilà. Enfin, t'as l'air quand même d'être sensible à la nature et tout ça. Il y a peut-être des copains que tu peux avoir à Porquerolles qui sont, ça fait partie de leur quotidien, qui restent un peu moins émerveillés, mais j'ai l'impression que toi, t'arrives encore à observer. J'observe beaucoup parce que je suis tout le temps dehors. Ouais. Et par contre, on est tous, on va dire, un peu sensibles à ce qui se passe en ce moment, le réchauffement climatique. On essaye tous de faire un peu à notre échelle. Par exemple, moi, je travaille à la dépollution. Ouais. Tous les matins, je dépollue. Et consiste en quoi exactement? Je nettoie toutes les plages, des déchets plastiques, ce que les touristes y laissent sur les plages, tout ce qui est après les sentiers, et un peu de temps en temps les forts, le moulin du bonheur, on nettoie un peu tout ça. Et du coup, tu vois des choses là qui t'effraient un petit peu en ce moment, pendant l'été, le matin? Le matin, ça va. Quand je vais dire la contenance, on dit ouais, c'est pas beaucoup, dans un car scolaire, on en prend plus. Ce matin, on a fait 5 sacs poubelles de 25 litres. Ouais, quand même. Sur la plage d'Argent, Courte à Notre-Dame, et un peu sur les sentiers. D'accord. Et tu vois des trucs où tu dis franchement les gens ils abusent? Beaucoup de petits plastiques en fait, c'est beaucoup ce qui vient par la mer. Ouais. Et sinon oui, après j'ai demandé à l'ami de papa, il trouve des trucs, le plus rare qu'il a trouvé, une chaise roulante, un fauteuil roulant. Sérieusement? Ouais, après on trouve beaucoup de pare-battages, de petits bouts, beaucoup de polystyrène, ça c'est le pire. Ouais. Pour la faune et la flore c'est horrible. Et il y a quelques années, on a eu une marée noire, l'année dernière ou il y a 2 ans. Oui. Et donc, il y a 3 jours, on a encore trouvé du goudron dans le sable. Dans le sable. On appelle ça le piquetage. On se pose et on ramasse tous les petits bouts de plastique. On gratte, on fait ça pendant peut-être 1 heure. Et là, on trouve des fois des petits bouts de pétrole, des petites galettes qui traînent par ici, par là. C'est un travail qui est long. Ah, c'est très long. Le piquetage, c'est super long. Il faut avoir regardé partout pour voir si on en a pas bien là. Et après, c'est plein de petites boules de polystyrène. Et ça, on peut pas les prendre parce que sinon, on enlèverait l'écosystème. Parce que c'est plein de petits bouts de bois, des bois flottés. Et il y a plein de petites bestioles qui vivent dedans. Donc, ça tuerait l'écosystème de prendre tout ça. En tout cas, c'est une super action et qui est bien en phase avec ta philosophie de vie. Donc, c'est chouette. Est-ce que tu as une saison préférée sur l'île et si oui... Alors une saison préférée, je veux dire l'hiver. L'hiver, ah ouais. Beaucoup moins de monde. Ouais. L'île elle est vide. Ouais. L'eau
est certes froide, mais elle est claire, on voit assez propre. Tu te baignes l'hiver ou pas? De temps en temps. Ouais. Des fois sans combi parce que voilà, j'ai trop... Et sinon en combi pour aller chercher par exemple les oursins, parce que c'est la période. Et pour aussi voir c'est bizarre ce que je veux dire, la beauté du port, parce que on va dire 5 jours sur tout l'hiver, le port et l'eau cristalline. Alors on voit tout, et comme ça on peut trouver ce qui me concerne les leurres, tout ce qui est trucs de pêche, au fond. Je vais pas plonger parce que c'est pas... L'hiver je peux. Sinon avec ma ligne, j'essaye d'attraper, nettoyer un peu, si je vois du plastique au fond je le remonte. Ça me permet en plus encore de dépolluer. Et par contre on voit des poissons qu'on ne pensait pas imaginer. Moi cet été, il y a 2 ou 3 ans, j'ai vu un petit thon dans le port. Un thon il passait sous moi. Un petit poisson de 5 kilos, mais il est passé. Et je sais pas si vous connaissez, c'est le denti. C'est des grosses paridés qui vivent à 40 mètres. On en a vu dans le port. Des trucs, on va dire c'est le Graal pour les pêcheurs ici. Et c'était inimaginable de penser qu'il y avait des dentis dans le port. Grâce à l'eau claire, on en a vu. Donc l'hiver, un grand point pour ça. La pêche au calamar. Ouais. Ça c'est... ça j'en relâche pas, très peu. Ça, le soir, les petites pâtes et tout là, c'est très bon. En plus c'est une pêche que j'adore. Hein. Oui, c'est assez ludique. Ouais, tous les jours, faut changer de l'heure, faut chercher sur quoi les calamars ils chassent. Mais du coup, ça se chasse, t'es en bateau là ou... Je peux les faire en bateau, à la traîne ou au lancer. Sinon, moi je fais coucher de soleil à l'extérieur, sur la digue, côté extérieur. Ouais. Et plus la nuit tombe, plus les calamars en fait ils rentrent dans le port pour se nourrir avec les alevins qui viennent à la lumière se protéger. Donc il y a tous les prédateurs, les barracudas, les loups. Bon, de temps en temps on peut tomber sur un prédateur, les cérioles. Il y a quelques prédateurs qui viennent et donc on voit, en plus avec l'eau claire, on peut voir les prédateurs chasser. C'est vraiment un spectacle, voir les alevins se faire chasser, sauter. Cet hiver on a vu les sardines dans les pneus de la TLV qui étaient dedans, mortes parce qu'elles sautaient pour fuir les prédateurs. Et à sauter sur le quai quand je pêchais à cause des barracudas qui les chassaient. Ah non, c'est l'hiver vraiment un point fort parce que la faune on la voit, même si tout est on va dire endormi, on voit quand même qu'il y a de l'activité. Quand aussi, autre que la mer, le village est vide. On passe, il y a dit 2 fois bonjour Maxi à midi quoi. Et ça t'aime bien aussi. Ah j'aime bien, ouais, ça fait du calme, les cigales, on n'en entend pas une. C'est calme. Du coup la nature aussi on l'entend plus. On l'entend plus, ouais. Parce que là les cigales elles... Ah là on s'entend plus parler. C'est sûr. Et est-ce qu'il y a un endroit, ou peut-être plusieurs endroits, je pense que c'est une question difficile pour toi, je sais pas si tu vas réussir à répondre, un endroit ou plusieurs endroits qui te plaisent, que tu préfères. C'est au sud, c'est sûr, parce que c'est les falaises, il n'y a pas une plage, donc il y a très peu de déchets, sauf le pétrole qui est arrivé. Par exemple, là où on est allé hier, c'est que des gros blocs de cailloux, pour la pêche c'est super bien, c'est par exemple l'îlotte ou les gorges du loup. Oui. Là, je trouve, pour la pêche et la chasse, c'est très bien. Et sinon, en termes de beauté sous-marine ou extérieure? Extérieure, on va dire. Extérieure. Ouais. La galère. La galère, c'est vraiment... Un côté un peu sauvage. Ouais. Coupé du monde, c'est magique. Ouais, donc la galère en termes extérieurs. Et sous-marin. Compliqué encore, là. Au sud, c'est sûr, c'est au sud de l'île. Ouais. Parce que y a du caillou, donc il y a du poisson. Je pense Gorge du Loup c'est pas mal en termes de beauté, et sinon tout ce qui est Brégançonnet, Langoustier c'est très beau. Quand on tourne à gauche, plage noire à gauche, là il y a des beaux faux, c'est sympa et ça tombe rapidement, c'est des tombants où on peut voir du beau poisson en plus. Est-ce qu'il y a un souvenir qui t'a marqué, que tu pourrais me raconter, un souvenir que tu as vécu ici sur l'île? Ouais. Un souvenir de pêche. Je me suis planté un hameçon dans le doigt jusqu'à l'ardillon. Sur l'hameçon, il y a un petit ardillon, c'est une petite encoche pour pas que quand on pique le poisson, il ressorte pas. Ouais. Moi, l'hameçon, il m'a rentré jusqu'à la hampe. C'est-à-dire qu'on voyait l'hameçon, ça fait droit et ça a une courbe. Moi, on voyait juste le droit. Tout était dans le doigt là. Donc, c'est pompiers, et le docteur, anesthésie, on l'arrache. Et comment tu t'es fait ça? Alors, c'est très bête. On était 2 à côté sur le quai, on pêchait tous les 2 au même endroit. Il y avait peut-être 60 cm entre nos 2 lignes. Je sors un petit poisson, tranquille.
lui sort un mulet. Je sais pas si vous voyez, mais un mulet de 3 kilos, un monstre. On dit, bon, ok, c'est la chance. Il repose 10 secondes après. Moi, je bouge pas, je dis, ok, cool. Il redescend, il en reprend un deuxième. Bon, je dis, bon, là, c'est bon. Et en plus, il s'était fait mal à la jambe, donc il faut plus bouger. Donc je dis, j'ai attrapé ton poisson. Et en fait, ce qui se passe, le mulet, c'est une bouche très fragile. Le fil est passé, l'hameçon est ressorti, sachant que le fil était pris dans la bouche. Ouais. Et du coup, en se débattant, l'hameçon est volé. Moi, j'ai voulu stopper le poisson. Bam. Oh. Voilà. Donc, le poisson a été mangé. Ouais, mais toi, Et donc, moi, je suis passé au pompier direct. L'été, il y a beaucoup de monde. Comment tu le vis? Est-ce que tu adaptes un peu tes journées, justement, par rapport... Tu m'as pas beaucoup parlé de plage. Tu vas des fois à la plage ou pas? Très peu. Très peu? Très peu, et si j'y vais, c'est les heures où il y a personne. Genre, soit tôt le matin, soit le soir, quoi, coucher de soleil. Ouais. Mais voilà. Sinon, comment tu vis l'hyper-fréquentation de l'été? Bah, je sais qu'à 4h, faut pas aller aux glaces, par exemple. C'est clair. Midi, pas au resto, parce que c'est toujours plein. Moi, je vis avec l'emploi du temps contraire d'une personne qui vient ici. Ouais. Par exemple, je sais qu'à 7h, il va aller aux plages, dès le matin aux plages. Donc moi, je sais que j'y vais pas, soit je vais dans les criques, soit pêche. Le midi, soit je suis chez moi, soit on se prend un sandwich et on va au port aussi. En fait, le port, c'est la deuxième maison. J'ai l'impression qu'il y a une deuxième vie au port, en fait. Et que le port, une fois que les visiteurs sont passés, on les voit plus là-bas, et que c'est plutôt sympa à vivre l'été. En vrai, oui, quand on dit le port, c'est sale, avec les bateaux, certes, c'est sale. Mais sinon, on va dire c'est notre aire de jeu, oui. C'est notre aire de jeu parce que on a des bateaux. Ouais. Alors on peut barboter dans le port, barboter avec les bateaux. On peut faire un tour de kayak. Enfin, il y a plein de trucs à faire dans le port. Sinon, on va à la digue, côté extérieur. Là, on peut se baigner. C'est un peu plus propre. On voit un peu de poisson, ça nous rafraîchit. On n'est pas loin du bateau Titan qui a aussi un problème. Si quelqu'un se fait piquer par, je sais pas, une rascasse, une vive, on sait que on a un point d'approche, même si on n'est pas très loin de la côte. Ouais, non, sinon le port, c'est l'aire de jeu. Pour toi, alors tu m'en as déjà un petit peu parlé, on sent que tu es vraiment sensibilisé sur les problématiques environnementales. Quels sont les grands enjeux pour l'île, selon toi, dans les années à venir? Les enjeux, c'est le monde, parce qu'il y en aura de plus en plus, donc en plus de bateaux. Là, cette année, c'est la première fois qu'on voit autant de bateaux sur les plages. Donc ça veut dire plus d'essence, donc les fonds ils vont commencer à mourir. Ouais. Et après, il y a pas beaucoup de voitures sur l'île, donc c'est plutôt vélo. Alors sur terre ça m'inquiète pas trop. Ce qui m'inquiète c'est les incendies en temps de sécheresse, mais c'est pas... Sinon c'est plutôt fond marin qui m'inquiète de plus en plus à cause du monde. Avec les marées noires. Ouais. Et la surpopulation de bateaux sur nos côtes, quoi. Qu'est-ce que tu auras envie de dire aux touristes qui viennent passer une journée sur l'île pour qu'ils fassent attention et qu'ils protègent un petit peu cet endroit? C'est comme si on faisait ça chez vous. On arrive, on va dire, on met le bazar pour rester poli, et on met plein de déchets partout. On va dire, on pollue l'air. On prend toute la place. Et on vous empêche de faire ce qu'on fait, par exemple, nous, l'hiver. On vous casse votre emploi du temps, par exemple. Un truc comme ça. Alors, toi, tu serais plutôt partisan de limiter vraiment le volume de personnes. Ça fait vivre les restaurants, ça fait vivre les loueurs de vélo. Alors ça, je suis très content pour eux. La TLV, ça fait vivre les marins. Mais je dirais quand même, faites un nombre maximum de personnes par jour. Tu vois des choses qui pourraient être faites, alors il y a beaucoup d'actions qui sont menées par le parc, mais est-ce que tu trouves que la sensibilisation, elle est suffisante? Est-ce que tu penses que, je sais pas, à la Tour Fondue... tu vois, tous ces gens qui arrivent, parfois il y en a même qui savent pas qu'on est dans un parc national. Est-ce que toi, tu as une idée de ce qui pourrait être fait en plus, ou peut-être mieux, pour que ces personnes qui viennent passer une journée soient dans un souci de préservation de l'île? Non, j'ai pas beaucoup d'idées. Déjà, il y a beaucoup de panneaux interdits, mais c'est pas respecté. Et non, j'ai pas beaucoup d'idées pour la sensibilisation. Faudrait juste leur faire comprendre que la nature, elle se dégrade rapidement, de plus en plus, et qu'il faut faire attention, quoi. Il y a engagé beaucoup plus de monde, mais après c'est trouver de l'argent pour après payer ces personnes qui sensibilisent. Ça, c'est qu'il y a un trafic tel que, s'il y a une personne sur 10 qui a entendu le message, c'est vraiment minime, c'est mieux que rien. C'est ça qu'il faut se dire, mais une personne sur 10, c'est pas... Non, c'est pas satisfaisant. C'est pas beaucoup. Ouais.
Est-ce que tu aurais un conseil pour quelqu'un qui souhaite s'installer sur l'île à l'année ? Alors, quelqu'un qui peut-être est émerveillé par l'île et se dit « Ah, voilà, moi j'aimerais bien m'installer ici ». Est-ce que tu le mettrais en garde contre certaines choses ? Qu'est-ce que tu lui dirais ? Je le mettrais en garde contre déjà le loyer, c'est cher. Ouais. Un peu beaucoup trop. Avoir un bateau parce que c'est la clé pour se balader, par exemple. Nous, on va rarement à la plage l'été. Ouais. On va plutôt sortir bateau, dans les criques, inaccessibles à pied. Ou sinon, on va au large pour voir les baleines, dauphins... tortues, poissons-lunes, enfin on voit la faune que les touristes ne voient pas. Et on se baigne dans le bleu. Nous on appelle ça comme ça, on saute, on va au large et on se baigne là. On sait que l'eau elle est plus propre que... Ouais, l'eau elle est claire, on voit facilement à plus de 15 mètres. On n'a pas de repère visuel, mais on sait que l'eau elle est claire et qu'il n'y a personne. Donc avoir un bateau, des vélos, parce que une voiture c'est pas... Si, quand il pleut, c'est pas pour se déplacer obligatoirement. Une petite voiture... électrique de préférence pour la pollution, et sinon vélo. Vélo et bateau et des sous pour la maison. Et des sous pour la maison. Et tu crois que tout le monde est capable de vivre ici à l'année ? Parce que l'hiver, enfin toi, voilà, je pense que t'aimes la nature et tout ça, mais quelqu'un qui n'a pas l'habitude et qui est juste charmé par une île qu'il trouve belle pendant l'été, est-ce que tu crois que tout le monde est capable de vivre l'hiver ici ? Quand on est en face, on est stimulé continuellement. Enfin, il y a du divertissement tout le temps. Quand on s'ennuie l'hiver, on peut aller au cinéma, on peut aller faire les magasins. Et donc peut-être que des personnes qui ont toujours vécu avec ça ici pourraient s'ennuyer. Quelqu'un qui est pas forcément comme toi, qui aime la nature, qui aime aller pêcher et tout ça. Il y a des gens que je remarque comme ça, ouais, je sais qu'ils pourront pas vivre sur l'île parce qu'ils sont trop connectés. Et donc ils verront pas l'île, alors ça sert à rien. S'il vient sur l'île pour prendre la place de quelqu'un par exemple qui est charmé par l'île et qui veut, qu'il aille sur le continent. S'il veut rester, s'il voit pas la beauté de l'île intérieurement et extérieurement, qu'il reste là-bas. Ouais. Plus tard, est-ce que tu as envie de continuer à habiter ici ? Oui. Non, oui, je pense que j'aurais du mal. Je sais qu'à un moment je vais quitter Porquerolles. Je m'y prépare peu à peu. Mais j'aimerais bien, si je peux, rester sur l'île plus longtemps que possible. Ouais. Bon, après, pour les études, je serai obligé de partir, je pense. Et ouais. Tu sais d'ailleurs ce que tu veux faire plus tard ? Alors, j'ai un métier dans ma tête, mais ça rapporte pas beaucoup au début. Bon, après, il faut se faire sa clientèle. C'est guide de pêche. Ouais. Partager ma passion, expliquer à des gens qui ne savent pas comment faire, ou n'ont pas les moyens de s'acheter un bateau, du matériel. Si j'ai la possibilité, c'est d'être basé sur l'île. Comme ça, voilà, ça fait un peu... Ouais, c'est ça. Je combine ma vie sur Porquerolles, et en plus le métier, on va dire, mes rêves, oui, un peu. Et en plus, je suis à la pêche tous les jours. Je suis pas dans un bureau en train d'être sur un ordi. Quoi qu'il arrive, tu te vois pas dans un bureau, ce sera un métier au contact de la nature. Ah oui, c'est sûr que je serai dehors. Je veux pas... Ça, c'est sûr, je veux pas être dans un bureau. Je veux sortir. Être en contact avec la nature, découvrir peut-être de nouvelles choses, et surtout avec la mer. Ouais, je vais être en contact avec la mer. Pas de la voile parce que je suis pas voilier. Mais Titan, je suis voilier, ouais, je le vois bien. Faut monter une affaire, tu vois. Là. Ou sinon, tout ce qui est océanographe, ça, je me verrais peut-être un peu dedans. Parce que j'aime bien aussi un peu tout ce qui est aquarium, pour voir le poisson, comme il se déplace, vu dans l'eau. Parce que, à part en masque et tuba, on n'en voit pas tous les jours quand on se lève des girelles, des serrans. Tu as une sacrée culture sous-marine. Enfin, je pense que c'est la passion qui t'a amené à ça, mais tout ce que tu m'as décrit, j'ai découvert 90% des noms de poissons que tu m'as donné tout à l'heure. Mais encore là, j'ai pas dit beaucoup d'espèces, c'est les plus basiques. C'est les poissons que quand on met un masque sous l'eau, c'est sûr qu'on les voit. C'est mon père qui plonge beaucoup, ma mère qui plonge beaucoup aussi, donc j'ai plongé beaucoup avec eux, donc ils m'ont appris. Et aussi c'est la pêche, je me dis mais c'est quoi ce poisson ? Le soir je recherche. Et voilà, c'est beaucoup la pêche et la plongée qui m'ont fait découvrir toute la faune marine. Et de plus en plus la chasse pour voir... Tout le monde voit les poissons dans l'eau, mais il n'y a pas que ça. Il y a les limaces de mer, les algues. Faut voir, il y a des trucs magnifiques autres que les poissons dans l'eau. Donc si t'arrivais à combiner un métier qui te permette d'être sous l'eau, sur l'eau, à la pêche. Et transmettre aussi, parce que je trouve que t'expliques bien. Transmettre, transmettre, c'est un truc qui me tiendrait à cœur de transmettre ma passion, parce que c'est une passion qui se répand de plus en plus. Donc, qui a une sensibilisation. Oui, du coup, on a une sensibilisation sur l'environnement, donc ça intéresse des gens.
Et donc, à un moment, ils vont tomber sur la pêche pour voir. Donc, pour apprendre aux gens qui ne savent pas faire, comment faire. Est-ce que tu aurais un vœu pour les porquerolais pour les prochaines années à formuler? Est-ce qu'il y a des choses où tu te dis, ça serait cool quand même pour Porquerolles et pour les porquerolais? Supprimer toutes les voitures thermiques Ouais. et tout passer en électrique, ça c'est sûr. Faire un gros stop dans le port, le laisser un peu se réoxygéner parce que là l'eau elle est même pas explicable. Et enlever un peu de touristes. Genre dire pareil, faire un stop, dire non. On limite. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Voilà. Quelle est pour toi ta définition du porquerolais? Un homme libre sur son caillou, coupé, on va dire un peu coupé du monde, même si on n'est pas trop coupé du monde, mais à l'écart de tout ça. Ouais, c'est une belle définition. Un petit peu à la façon d'un portrait chinois, si l'île était un animal, pour toi, ce serait quoi? Puisque c'est une île, je dirais un poisson. Ouais. Une dorade coryphène. Une dorade coryphène. Alors, elle a quoi comme particularité? Sa beauté. Ah, les couleurs. Jaune, vert, bleu. C'est un poisson pélagique qui vit au large et j'ai eu de la chance d'en prendre. Ouais, j'en ai pris 9. Ah voilà, du coup l'île, pour moi c'est la dorade coryphène. C'est ça. Si l'île était une fleur ou un arbre, ce serait quoi pour toi? Un arbre, je pense, et ça sera un pin. Un pin. Si c'était un sentiment? L'amitié. Ah, c'est pas un sentiment. Ah ouais, un sentiment. Bah, de l'émerveillement. C'est un sentiment, ça. Sinon, la joie, tout simple. Ouais. Voilà. Merci beaucoup, Elliot, pour cet échange. Profite bien de la suite de ton été. Merci à Elliot pour son regard émerveillé et son cours accéléré en matière de faune sous-marine. Et merci à vous d'avoir écouté Fragile. Pour retrouver les liens vers les ressources dont nous avons parlé, rendez-vous sur fragileporquerolles.com. N'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter sur le site pour recevoir les actualités de Fragile en avant-première. Vous pouvez également vous abonner au podcast sur Apple Podcast, Google Podcast ou toute autre plateforme d'écoute. Cela vous permettra d'être notifié des nouveaux épisodes tous les 15 jours. Et si cet épisode vous a plu, surtout, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est la meilleure manière de le soutenir et moi ça me fait toujours infiniment plaisir de vous lire. Le prochain épisode est pour tous ceux qui ont l'île qui leur colle à la peau. Nous irons à la rencontre d'une éternelle optimiste. Discuter avec elle au détour d'un chemin ou sur la place du village est toujours un moment joyeux et rayonnant, tant son sourire et son amour de l'île sont communicatifs. Roselyne Campois sera la prochaine invitée de Fragile dans 15 jours. On se retrouve d'ici là sur Facebook et Instagram. À très bientôt!